Bonjour, aujourd'hui on commence la leçon C6L4 qui est l'avant-dernière leçon du chapitre numéro 6 qui porte donc sur la chimie orga, leçon au cours de laquelle on va détailler un nouveau type de mécanisme, l'addition nucléophile, en prenant un exemple de réactif particulier qui est la famille des organomagnésiens mixtes. Donc, pour cette leçon, comme habituellement, il y a un document de cours que vous pouvez aller télécharger sur le Drive. Je vous conseille de le faire avant de commencer la leçon, puisqu'il y a des parties qui seront à compléter sur le document. Et n'oubliez pas que si vous n'avez pas la possibilité de l'imprimer, eh bien, il va falloir d'abord prendre un moment pour réécrire tout ce que j'ai tapé au préalable. Donc cette leçon va se découper en trois grandes parties. La partie grand 1 dans laquelle on va parler des organomagnésiens de façon assez générale. On va donner leur structure, les grands types de réactivité et on va surtout expliquer comment préparer un organomagnésien mixte. Vous allez voir que c'est un gros morceau sur lequel il va falloir être tout à fait au point puisque savoir synthétiser un organomagnésien fait également partie des caractéristiques qu'on doit acquérir au cours des TP de PCSI. Dans la partie grand 2, on verra des exemples de réactions d'addition nucléophile en prenant comme réactif un organomagnésien et comme substrat trois catégories de molécules, soit des aldéhydes, soit des cétones ou alors du dioxyde de carbone. Enfin, dans la troisième et dernière partie, donc cette dernière partie, je la fais puisque le format de cours en vidéo permet d'aller un petit peu plus loin, de prendre plus de temps que si on était en classe. La partie grand 3 ne sera là que pour ceux qui souhaitent aller plus loin et qui ont suffisamment d'aisance en chimie organique pour aller plus loin. Si jamais vous ne la traitez pas, elle ne vous manquera pas dans le cadre du programme. Donc on démarre tout de suite avec la partie grand 1 qui porte sur les organomagnésiens et on va commencer par présenter ce type de composé. Donc, tout d'abord, lorsqu'on parle d'organomagnésiens, je vous ai mis une petite introduction sur le document, on aborde ici le domaine de la chimie organométallique, c'est-à-dire la chimie pour laquelle on va avoir des composés qui possèdent au moins une liaison carbone-métal. En l'occurrence, dans un organomagnésien, ce sera une liaison carbone-magnésium qui sera présente. Donc, si on fait un petit rappel d'abord concernant l'élément magnésium, il a pour numéro atomique 12, et donc sa configuration électronique à l'état fondamental, ce sera configuration du néon suivi de 3s2. À partir de cette configuration fondamentale, le magnésium est capable de passer dans un état excité, ce qui permet de montrer son caractère divalent. Et donc dans cet état excité, les deux électrons de la sous-couche 3s se désymétrisent, on obtient alors deux électrons célibataires capables de former deux liaisons chimiques et présence sur l'élément magnésium de deux lacunes électroniques. Concernant les organomagnésiens, on en distingue de deux familles. La première qu'on va citer ici, ce sont les organomagnésiens symétriques. Alors ils sont qualifiés de symétriques puisque les fragments qui vont se lier au magnésium de part et d'autre sont des chaînes de type carboné. On peut les noter par exemple sous la forme R1, Mg, R2, avec R1 et R2 des chaînes carbonées. En ce qui concerne le nom qu'on va donner à ces composés, eh bien, si R1 et R2 sont des chaînes alkyles, on les appellera des alkyles 1, alkyles 2, magnésium. Pour vous donner quelques exemples de structures un peu plus concrètes, si on prend Me2, Mg, eh bien, on a deux fragments méthyl sur le magnésium, donc ce composé va s'appeler le diméthylmagnésium. Si on prend maintenant des chaînes alkyles qui sont différentes à gauche et à droite, donc là j'ai mis une chaîne éthyle et propyle, on va donc appeler ce composé l'éthylpropyle magnésium, en le mettant par ordre alphabétique.
Concernant ces organomagnésiens symétriques, vous allez voir que dans la suite, on ne va quasiment pas en parler, simplement parce que ce sont des composés qui ont une réactivité assez faible et par conséquent, bien, ils ne sont pas utilisés. Le deuxième type d'organomagnésiens avec lequel on va beaucoup travailler ici, ce sont les organomagnésiens qualifiés de mixtes. Alors cette fois-ci, dans la structure, il va y avoir des fragments différents de part et d'autre du magnésium. On va avoir une chaîne carbonée, R, le magnésium au centre, et sur la droite, ce sera un atome d'halogène que je vais noter de façon générique, X. Donc là, ici, on écrit que R est une chaîne carbonée, et X, un atome d'halogène, qui peut être du chlore, du brome ou de l'iode. Concernant l'élément fluor, il donne des réactivités qui ne sont pas similaires au chlore, au brome et à l'iode, donc on ne peut pas l'utiliser pour faire le type de composé avec lequel on va travailler ici. En ce qui concerne la nomenclature des organomagnésiens mixtes, elle se calque un petit peu sur la précédente. Il faut préciser les deux types de groupements qui se trouvent de part et d'autre de l'élément magnésium. Et donc si on devait donner un nom générique, on appellerait ça un halogénure d'alkyle magnésium. Quelques exemples concrets pour fixer nos idées. Si on prend tout d'abord MEMGI, eh bien, c'est ici de l'iodure de méthylmagnésium. Alors, la chaîne R, ça peut être une chaîne alkyle, mais également autre chose. Par exemple, ça peut être une chaîne, un cycle phényl, un cycle aromatique. Donc là ici, en calquant le nom sur ce qu'on a mis juste au-dessus, ce sera du bromure de phénylmagnésium. En ce qui concerne ces composés-là, les organomagnésiens mixtes, vous pouvez mettre une accolade comme tout à l'heure pour les organomagnésiens symétriques. Ceux-ci sont très réactifs et par conséquent sont très utilisés. Et je vous l'ai mis dans l'introduction du cours. Ces composés-là, eh bien, c'est ceux qui ont valu le prix Nobel à Grignard en 1912, le prix Nobel de chimie, pour leur synthèse et également pour leurs utilisations. En ce qui concerne donc la fin du tour d'horizon concernant ces organomagnésiens, eh bien, sachez que les formes organomagnésiens mixtes et organomagnésiens symétriques ne sont pas décorrélées l'une de l'autre. Au contraire, il existe un équilibre chimique qui permet de passer d'une forme à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de Schlenk. Donc cet équilibre de Schlenk, comme je vous l'ai mis sur le document, la plupart du temps, on ne le considère pas à condition que la réactivité qu'on obtienne soit suffisante. Si jamais on avait un petit problème, qu'on se rend compte que les rendements sont beaucoup plus faibles que ce à quoi on pourrait s'attendre, globalement, s'ils sont aux alentours de 10 à 15% au lieu de dépasser les 60%, ce qu'on attend pour un organomagnésiens, eh bien, on s'intéresserait à l'équilibre de Schlenk et on essaierait de le déplacer dans le sens de formation de l'organomagnésien mixte plus réactif. Il s'écrit de la façon suivante. Donc si on a deux molécules d'organomagnésiens, que je vais noter de façon générique RMGX,
Eh bien, elles sont en équilibre avec deux entités chimiques. Tout d'abord, l'organomagnésium symétrique, R2Mg, donc le dialkyl magnésium, et le sel d'halogénure et de magnésium, MgX2. Donc je dis ici un sel, c'est quelque chose d'équivalent à la dénomination solide ionique, c'est-à-dire que vous avez dans MgX2 des ions Mg2+, et deux fois un ion X-. Pour terminer, concernant notamment l'écriture des mécanismes réactionnels que nous aurons à faire au cours de la fin de cette partie et plus poussée dans la partie grand 2, une remarque concernant l'écriture des liaisons qu'on va devoir fréquemment écrire ici. Alors, tout d'abord, concernant la liaison carbone-magnésium. Si on s'intéresse à la polarisation de cette liaison, on sait grâce à l'électronégativité que le magnésium va être chargé delta+, et le carbone delta-, puisque le carbone est plus électronégatif que le magnésium. Étant donné qu'on a donc ici une liaison polarisée, on pourrait s'intéresser au pourcentage d'ionicité, delta, de cette liaison. Les calculs nous montrent que dans le cas d'une liaison carbone-magnésium, delta est inférieur à 0,5. Ça veut dire que cette liaison est plutôt à caractère covalent. Conclusion, si elle est plutôt à caractère covalent, la meilleure façon de la décrire, c'est de mettre, comme je l'ai écrit ici, eh bien, une liaison covalente dans le modèle de Lewis entre le carbone et le magnésium. Concernant les liaisons magnésium-halogène, même chose. Elles sont polarisées. Cette fois-ci, c'est l'halogène qui est plus électronégatif que le magnésium. Donc l'électronégativité de X est plus grande que l'électronégativité du magnésium. On pourrait du coup remettre des polarisations delta' plus sur le magnésium, delta' moins sur l'halogène. Et encore une fois, le pourcentage d'ionicité, qu'on note ici delta', est inférieur à 0,5. Donc la meilleure description pour ces liaisons, c'est la liaison covalente. Pour finir, si on s'intéresse à la liaison magnésium-oxygène, on la trouvera lorsqu'on fait des réactions d'addition. Eh bien, la différence d'électronégativité entre l'oxygène et le magnésium, elle est très très grande. Cette différence d'électronégativité est si grande que le pourcentage d'ionicité associé à cette liaison est supérieur à 50%. Conclusion, la liaison est plutôt à caractère ionique. Donc, dans la suite, lorsqu'on aura des liaisons magnésium-oxygène, on les écrira plutôt sous une forme ionique, c'est-à-dire que pour le magnésium, on aura donc une liaison sur la gauche, reliée à quelque chose, peu importe quoi, un magnésium avec 3 lacunes et une charge plus, et pour l'atome d'oxygène, suivant s'il est chargé moins ou sans charge formelle, on aura ceci. Et donc là, ici, on a bien une liaison entre le magnésium et l'oxygène, une liaison ionique, assurée donc par la présence des charges de signes opposés, plus et moins, qui assurent la cohésion. Cependant, vous pourrez trouver peut-être parfois dans certains ouvrages ou même dans des documents que je vous passerai en TD, vous pourrez voir écrit parfois des liaisons MgO. C'est pas faux, c'est peut-être un tout petit peu moins proche de la réalité. Mais en tout cas, sachez que les deux notations existent et gardez une certaine flexibilité d'esprit si vous voyez écrit l'une ou l'autre, et sachez expliquer pourquoi est-ce qu'on a pris l'une ou l'autre de ces deux écritures. Alors, dans la suite, on va passer maintenant à la partie grand 2 qui porte sur la réactivité des organomagnésiens mixtes. Dans
dans la suite du cours, pour éviter d'écrire à chaque fois organomagnésia mixte, ce qui est très long, je mettrai à la place le symbole chimique RMGX. Alors, sur le document, vous voyez que je vous ai mis 3 petits points. Là, c'est vraiment le strict minimum qu'il faut absolument retenir. Les organomagnésiens sont des nucléophiles puissants, des bases très fortes et également des réducteurs. Ce qu'on va faire ici au tableau, c'est poser la structure d'un organomagnésien de façon à expliquer, à justifier pourquoi est-ce qu'on a ce type de réactivité. Donc, lorsqu'on écrit un organomagnésien mixte, RMGX, on va mettre toutes les lacunes électroniques, tous les doublés non liants, puisqu'on sait que c'est à travers ces lacunes et ces doublés que se cache la réactivité chimique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir commencer par dire? D'abord, peut-être les choses les plus évidentes. On voit sur l'atome de magnésium des lacunes électroniques. Un composé qui possède au moins une lacune électronique, c'est un acide de Lewis. Donc là, ici, on peut dire que ces composés, au niveau de l'atome de magnésium, sont des acides de Lewis. Si on décale notre regard un petit peu sur la droite et qu'on observe maintenant l'halogène X, eh bien lui est porteur de doublés non liants. Par définition, c'est donc un site basique au sens de Lewis. Du coup, les organomagnésiens, ils ont un caractère ambivalent. Ils sont à la fois acides de Lewis et en même temps base de Lewis. Ok, pour autant, ces deux types de réactivité, vous allez le voir dans la suite, c'est pas ce qui va être mis en avant lorsqu'on fait de la synthèse. C'est bien présent, mais c'est pas le plus utile pour décrire la façon dont ils vont réagir. L'essentiel porte sur la liaison carbone-magnésium. Donc là ici, R c'est un groupement carboné, donc on aura dans la structure une liaison carbone-magnésium. On l'a vu il y a un instant, la polarisation est delta- sur le carbone, delta+ sur le magnésium, et ça, il faut que vous le notiez, c'est quelque chose de rare en chimie. La plupart du temps, l'atome de carbone est relié à des atomes plus électronégatifs que lui, et il va avoir une charge partielle delta+. C'est le cas par exemple lorsqu'on a un halogénoalcane. Si je prends ici par exemple le bromométhane, bien, on sait que le brome est plus électronégatif que le carbone, par conséquent le brome aura une charge partielle delta- et le carbone delta+. Si vous prenez un autre exemple avec une molécule de la famille des alcools, ce sera encore une fois la même chose. Le carbone delta+, et l'oxygène delta-. Donc là ici, avoir un carbone delta- relié au magnésium, c'est quelque chose de remarquable. On dit par conséquent que le fragment R a un caractère carbanionique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que on pourrait presque écrire une équivalence qui serait la suivante, dans laquelle nous aurions le fragment R qui aurait récupéré la paire électronique qui se trouve entre lui et le magnésium, qui devient ici à droite un doublé non liant. Vu qu'il récupère un doublé non liant, eh bien, il a aussi une charge moins. Le magnésium, lui, il a perdu un électron, donc il a une lacune supplémentaire. Et du côté droit, avec l'halogène, il ne se passe rien. Donc là, si vous comparez les deux écritures que j'ai mises, tout se passe comme si j'avais attribué les électrons de cette liaison ici, entre R et le magnésium, au fragment le plus électronégatif, c'est-à-dire au fragment R. On va rajouter le mouvement des électrons pour comprendre ce qui se passe. Voici. Donc le fragment R, comme je vous l'ai dit, il ressemble à un carbanion. Ok, concernant ces carbanions, on avait déjà croisé ce type de composés et on avait un petit peu parlé de leur existence. On avait dit qu'ils étaient instables puisque le carbone a une électronégativité relativement faible, 2,5 sur l'échelle de Pauling, qui va de 0 à 4, donc c'est plutôt modéré et il va mal supporter la présence de cette charge moins. Par conséquent, ça va être un site donneur d'électrons. S'il partage ce doublé non liant, il va du coup faire disparaître la charge formelle négative tout en conservant la règle de l'octet. Donc ce qu'on retient à travers ce caractère de carbanion, c'est que le fragment R
puisqu'il partage des électrons, c'est un nucléophile. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, la notation abrégée qu'on avait prise pour un nucléophile, c'était Nu doublé noyant charge moins. Vous voyez que c'est exactement ce qu'on a écrit ici. Deuxième type de réactivité associée toujours à l'excès d'électrons. Eh bien, lorsqu'on s'intéresse au fragment R-, on peut voir ça comme un composé déprotoné. Du coup, on peut décrire un couple RH R-, qui est ici un couple acide pour RH, base pour R-. Si vous reprenez l'échelle de pKa que je vous avais fournie, le couple RH-R- figure, il est tout en haut de l'axe gradué en pKa, et la valeur du pKa associé, c'est aux alentours de 50. C'est une valeur qui est absolument gigantesque. On a beaucoup de mal à faire plus haut que 50 sur une échelle de pKa. Ça veut dire que le composé R-, eh bien, c'est une base très très forte. Ces deux types de réactivités sont celles qu'on va écrire parce qu'elles sont au programme de PCSI. Il en existe pourtant une troisième. On va l'évoquer seulement dans la partie grand 3. Vous pouvez la garder en mémoire ou ne pas la garder, on ne vous demandera pas de l'utiliser. Elle repose sur le fait que le fragment R est riche en électrons à cause de la liaison, on l'a vu, carbone-magnésium. Par conséquent, vu qu'il est riche en électrons et qu'il peut les partager, eh bien c'est aussi la définition d'un composé réducteur. Alors les réactions de réduction ne se font pas n'importe comment, il faut une structure particulière dans l'organomagnésiens et du coup, comme je vous le disais, on verra ça dans la partie grand 3. Ok, donc là, on vient de détailler la structure des organomagnésiens mixtes et on a encore sous les yeux les trois types de réactivité. Sachez que ce qu'on vous demandera de réutiliser sont donc la nucléophilie et le caractère basse forte. Ce que nous allons faire maintenant dans le paragraphe numéro 3, c'est détailler la façon de préparer un organomagnésien mixte. Donc ce qu'on va dire ici, c'est issu des travaux de Grignard du début du XXe siècle. Sachez que la préparation d'un organomagnésien, c'est quelque chose qui doit être réglé comme une horloge suisse. Les étapes que nous devons réaliser pour avoir une synthèse qui soit efficace doivent avoir lieu dans un certain ordre bien précis. Et tout se justifie par la réactivité de ces composés. Évidemment, vous, votre but, ce sera à la fois d'apprendre les équations de synthèse, l'ordre des différentes étapes, mais bien sûr de comprendre et de pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'on commence par faire l'étape A avant de faire l'étape B, etc. L'idée, c'est que d'ici une semaine, quand vous aurez bien bossé la leçon, vous puissiez par vous-même, sans votre support de cours, redonner toutes les étapes de préparation d'un organomagnésien, comme si vous étiez en séance de TP en train de faire la synthèse. Alors, la première partie qu'on va détailler, c'est l'équation bilan de la synthèse et également expliquer le choix du solvant. Alors, en ce qui concerne le principe initial, ce qu'on va écrire ici, vous allez voir que c'est quelque chose de relativement simple. On démarre d'un réactif qui a pour formule Rx, avec X qui, je vous le rappelle, correspond à un halogène, chlore, brome ou iode. On va le mettre à réagir avec du magnésium métallique à l'état solide. Et ce qui va se passer, c'est que le magnésium va s'insérer dans la liaison
carbone halogène de façon à obtenir l'organomagnésium mixte RMgX. Donc, concernant cette réaction, vous voyez que le symbole que j'ai mis entre les réactifs et le produit nous montre que la transformation est équilibrée et la plupart du temps, l'équilibre est déplacé dans le sens de formation de l'organomagnésium. En ce qui concerne cette réaction, on utilise parfois pour la décrire le terme d'insertion oxydante. Donc l'insertion, c'est simplement pour dire que le magnésium vient se glisser entre le radical R et l'organomagnésium, et l'halogène X. On dit que c'est oxydant puisque au cours de cette réaction, le magnésium va être oxydé. Et on utilise aussi parfois un autre terme de description. Alors en français, on dira inversion de polarité, mais si on utilise les notions d'allemand, on appelle ça parfois de Lumpolung. Polung, c'est la polarité, et c'est un préfixe qui signifie inversion. Si on essaye de mettre ça en évidence, eh bien, il faut utiliser les charges partielles. Si on analyse d'abord le composé réactif Rx, X est un halogène, plus électronégatif que le carbone, charge partielle delta-. Par conséquent, le carbone auquel est relié l'halogène sera chargé delta+. Après la réaction de synthèse d'organomagnésiens, eh bien, le carbone se retrouve maintenant lié à du magnésium moins électronégatif que lui. Par conséquent, on a une charge partielle delta- sur le carbone. Si on veut même être tout à fait rigoureux, c'est un delta' qu'on a ici, et delta' plus sur le magnésium. Par conséquent, vous voyez que le fragment R passe d'un état initial où il était delta+ vers un état final où il est chargé delta-. C'est ça qu'on appelle l'inversion de polarité. Je vous ai également écrit sur le document que la réaction est exothermique et elle est même assez rapide, ce qui fait que la quantité d'énergie libérée au cours du temps est assez élevée. On va voir que ça a des conséquences lorsqu'on réalise la synthèse et on observe une ébullition du solvant en lien avec cette exothermicité. Concernant la suite, regardez sur le document de cours en page suivante, je vous ai mis les groupements possibles pour le fragment R. Donc ça peut être plusieurs types de chaînes carbonées. Tout d'abord, ça peut être un fragment alkyle, ça peut être un fragment vinyle, et vous voyez que dans un vinyle, ce qui change, c'est que le carbone relié à l'atome d'halogène a pour géométrie AX3E0, donc il est trigonal plan. Ça peut être un fragment allyle, ou alors un fragment aromatique. Vous vous souvenez que les composés aromatiques sont les dérivés du benzène. En ce qui concerne la suite de la leçon, il est demandé, dans le cadre du programme de PCSI, de travailler avec des halogénoalcanes. Donc, dans la suite, nous considérerons systématiquement que le fragment R est une chaîne alkyle et par conséquent que l'atome de carbone relié au magnésium a une géométrie tétraédrique. En ce qui concerne la réactivité des composés de type Rx, eh bien, elle varie suivant la nature de l'halogène X. Donc, les composés halogénés Rx les plus réactifs, ce sont ceux à base d'iode. Ensuite, un peu moins réactifs sont ceux à base de brome, et les moins réactifs des trois, ce sont ceux à base de chlore. Pour autant, eh bien, on doit essayer de contrebalancer ça avec le coût de ces différents composés, puisque les composés iodés sont beaucoup plus chers, eux-mêmes ils sont plus chers que les composés bromés, eux-mêmes plus chers que les composés chlorés. En ce qui concerne du coup une synthèse au laboratoire, donc à échelle relativement réduite, on peut envisager d'utiliser un composé iodé. On utilisera de façon privilégiée un composé bromé, vu que c'est le meilleur compromis entre coût et réactivité. Par contre, les composés chlorés, on évitera de les utiliser, vu qu'ils donnent en général des rendements de synthèse pour l'équation écrite au tableau qui sont un peu mauvais. En revanche, en milieu industriel, on doit faire attention surtout au coût. Moins les réactifs coûtent cher et plus le produit a de valeur ajoutée, plus la marge sera importante. Donc dans l'industrie, on préférera les réactifs chlorés pour cette raison. De plus,
Vous savez que le chlore a une masse molaire bien plus faible que le brome et que l'iode. Du coup, si vous avez un réactif chloré, les sous-produits que vous allez ensuite devoir retraiter contiennent eux aussi du chlore, masse molaire plus faible. Autrement dit, vous allez produire une masse de déchets plus faible. Donc, dans un aspect respect de l'environnement, il est mieux de prendre des réactifs chlorés que des bromés ou des iodés. En ce qui concerne maintenant le choix du solvant, donc là, volontairement, ici, sur l'équation bilan, vous voyez que je n'ai pas mis de choix de solvant, simplement parce que le choix n'est pas anodin, pas du tout. Donc, on va préciser ça maintenant. La première chose à écrire pour ce paragraphe, c'est rappeler à quoi sert le solvant. Il doit permettre de solubiliser, c'est-à-dire de dissoudre à la fois le réactif Rx et également le réactif RMGX. Concernant le magnésium, lui, c'est un métal, il va rester à l'état solide et par conséquent, la réaction de synthèse est une réaction qui a lieu en milieu hétérogène, avec une phase liquide et une phase solide de magnésium. Bien, donc, en ce qui concerne la dissolution des composés, on sait que ceux qui se ressemblent se mélangent bien et on constate que le réactif, comme le produit, sont des composés polaires. On voit qu'il y a des liaisons polarisées. Par conséquent, le solvant devra lui aussi être polaire. Pour les autres caractéristiques que doit respecter ce solvant, eh bien, il faut s'intéresser à l'organomagnésium, puisque c'est un composé extrêmement réactif, et il faut tenir compte de sa réactivité, simplement parce que si on choisit mal le solvant, le composé RMGX va réagir avec le solvant et va être par conséquent détruit. On a dit tout à l'heure que c'était des composés qui étaient des bases très fortes. Ça veut dire que dans votre molécule de solvant, s'il y a un proton trop facile à arracher, eh bien, il va y avoir une réaction acido-basique qui va détruire l'organomagnésium et également détruire le solvant. Donc, pour préciser que le solvant ne doit comporter aucun hydrogène à caractère labile, labile ça veut dire qui est susceptible d'être arraché, eh bien, on dira que le solvant doit être aprotique. Ensuite, regardez encore la structure de l'organomagnésium. On avait mis en évidence tout à l'heure le fait que le magnésium était un site acide au sens de Lewis, avec les deux lacunes électroniques. Si on veut avoir une bonne dissolution de l'organomagnésium dans le solvant, on pourrait envisager le comblement des deux lacunes électroniques. Ça veut dire que le solvant devrait être capable de fournir des doublés non liants. Donc, le solvant doit être une base de Lewis. Enfin, le dernier point que le solvant doit respecter eh bien, revient encore une fois à analyser le caractère acido-basique des organomagnésiens. Vous savez que la plupart du temps, on essaye d'utiliser des composés purs, mais parfois dans les solvants, il y a des traces d'eau, parce que par exemple dans l'acétone, il y a une certaine miscibilité entre l'eau et l'acétone. S'il y a de l'eau, qui est, je vous le rappelle, un composé à la fois acide mais aussi basique, s'il y a de l'eau, l'organomagnésium est une base très forte, l'eau est un acide, il va y avoir une réaction acido-basique entre les deux qui va détruire l'organomagnésium. Ça veut dire qu'il faut absolument aucune trace d'eau lors de la synthèse et de l'utilisation d'un organomagnésium. On résume ça sous un terme, il faut que le solvant qu'on utilise soit anhydre. Si vous essayez de comprendre d'où provient ce mot, le suffixe hydre, on retrouve le même dans hydro, c'est ce qui fait référence à l'eau, et le A qu'on met au début, c'est un A privatif. Donc un solvant qui est anhydre, c'est un solvant qui est dépourvu de traces d'eau. Alors, en ce qui concerne ces différentes caractéristiques, j'ai un petit moyen mnémotechnique à vous proposer, vous pouvez le prendre ou non. Je prends les premières lettres de chacun des mots qu'on a écrits ici, et je dis donc que le solvant doit être PABLA, pour polaire, aprotique, base de Lewis et anhydre. Souvenez-vous qu'il y a donc 4 caractéristiques à respecter.
Ok, maintenant qu'on a dit ça, quels sont les solvants capables de respecter toutes ces conditions? Eh bien, vous savez que des solvants, il y en a beaucoup, et ils sont classés par famille. On élimine déjà les solvants apolaires, on élimine les solvants protiques, il nous en reste beaucoup moins, et des tests nous montrent qu'il y a une seule et unique famille qui est capable de résister à l'attaque d'un organomagnésiien, c'est la famille des hétéroxydes. Donc c'est un peu les grands gagnants de ce concours. Les hétéroxydes sont les seuls solvants capables de permettre la synthèse d'un organomagnésiien. En ce qui concerne les différents hétéroxydes qu'on va utiliser fréquemment, je vous ai fait un tableau sur le document de cours que je vous propose de regarder. Lorsqu'on est à l'échelle du laboratoire, ce qu'on va faire lorsqu'on fait des TP par exemple, l'éther qu'on va choisir, ce sera le diéthyléther qu'on peut abréger par ET2O. Et vous voyez que je vous ai mis ces pictogrammes de sécurité. Comme tous les autres éthers, il est inflammable et dangereux. Et sa température d'ébullition est très basse, 35 degrés Celsius. Ça signifie qu'il faut avoir un bon système d'aspiration ou de ventilation pour ne pas respirer trop de vapeur d'éther. Sinon, il peut y avoir ensuite des problèmes liés à cette ingestion involontaire. Il existe également d'autres éthers qui peuvent être utilisés. Vous voyez dans la deuxième colonne le THF. Alors le THF, c'est un exemple d'éther-oxyde cyclique sur lequel vous avez du coup un cycle à 5 chaînons. Je vous rappelle également qu'on peut utiliser le THF, qu'on peut nommer le THF l'oxacyclopentane. Je vous ai mis une petite remarque. Lorsque vous avez un radical vinyle, donc dans la synthèse, lorsque R ici est un vinyle, il est obligatoire d'utiliser du THF, sinon vous allez avoir des rendements de synthèse très mauvais. La température d'ébullition du THF est plus élevée, elle permet donc un chauffage plus poussé, ce qui permet de favoriser le déplacement des équilibres, en tout cas d'aller plus vite vers l'état d'équilibre de la réaction de synthèse qui est ici. Les deux composés à droite, encore une fois utilisés pour leur température d'ébullition plus élevée, le glim qu'on appelle aussi DME, ou le dioxane. Vous voyez que pour les trois composés de droite, il y a un pictogramme supplémentaire par rapport à celui de l'éther diéthylique. C'est le pictogramme avec un petit bonhomme qui a une espèce d'étoile blanche au niveau des poumons. Ce sigle signifie cancérogène, mutagène, reprotoxique. Donc les substances cancérogènes, ça veut dire que lorsque vous êtes en contact avec elles, donc notamment par ingestion, vous risquez de développer des cancers. Mutagènes, eh bien, vous risquez de développer des mutations. Et reprotoxiques, ça veut dire qu'ils vont perturber le système de reproduction et donc poser des problèmes de fertilité pour la suite. Ça veut dire que si vous avez à manipuler avec les trois composés qui sont à droite, surtout, soyez très précautionneux. En ce qui concerne ces solvants, alors on pourrait s'arrêter là dans le cadre du programme. Je vous ai mis des informations supplémentaires sur le document. Si jamais vous comprenez bien, c'est parfait. Si vous ne comprenez pas tout à fait le sens de la grande remarque qui vient en dessous, c'est absolument pas indispensable. Elle porte sur la préparation et la conservation du diéthyléther anhydre. Pourquoi? Parce que ce composé, comme je vous l'ai dit, c'est celui qu'on va utiliser lorsqu'on sera en séance de TP. Et ça peut être intéressant de savoir un petit peu comment un chimiste manipule ce solvant qui est assez classique. Alors, concernant donc les préparations du diéthyléther anhydre, je vous ai mis que tout d'abord, le diéthyléther, c'est un solvant qui est miscible avec l'eau, partiellement. J'ai mis quoi? Miscibilité partielle. Et cette miscibilité partielle, ça implique que si vous avez du diéthyléther, vous risquez d'avoir des traces d'eau à l'intérieur. Cependant, on a vu qu'il était absolument indispensable d'utiliser un solvant anhydre. Ici, on essaye de voir comment obtenir l'éther anhydre. Premièrement, si vous êtes dans un laboratoire qui a beaucoup de budget, vous pouvez acheter chez des fournisseurs de chimie spécialisés du diéthyléther anhydre. Je vous ai mis le prix aux alentours de 100 € le litre. C'est du coup un budget qui est très très conséquent. Si vous voyez que je vous ai mis, il est à peu près 2 fois moins cher, donc aux alentours de 50-55 € le litre, si jamais vous prenez de l'éther classique, avec les traces d'eau. Du coup,
on peut se dire peut-être que ce qui est plus rentable, acheter de l'éther un peu moins cher, contenant des traces d'eau, et de retirer ces traces d'eau par nous-mêmes. Le point suivant, donc dessiccation au tamis moléculaire, eh bien c'est une étape qu'on peut faire au lycée. Donc le tamis moléculaire, je vous ai mis quelques informations sur le document, c'est des matériaux qui appartiennent à la famille des zéolites. Alors les zéolites, c'est des matériaux qui contiennent des silicates et également des aluminates. Donc il y a notamment à l'intérieur du silicium, de l'aluminium et de l'oxygène. Et ils vont avoir des structures particulières qui vont constituer dans leur cœur des pores. Donc ces pores, vous les avez représentés sur le document. Et par la présence d'atomes d'oxygène, il va pouvoir s'instaurer entre le matériau du tamis moléculaire, donc le zéolite, et les molécules d'eau, des liaisons hydrogènes. Ça veut dire qu'on est capable de piéger des molécules d'eau à l'intérieur de ce matériau. Lorsqu'on souhaite sécher un solvant au tamis moléculaire, eh bien, on prend notre solvant, on récupère du tamis moléculaire qui se présente sous la forme de petites billes. Il faut qu'il soit au préalable activé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ne soit pas déjà plein d'eau. Pour ça, on peut le passer à l'étuve pendant une période prolongée. On le met à l'intérieur du solvant et il faut ensuite attendre. Attendre que chaque molécule du solvant passe à travers le tamis qui, lui, va tomber dans le fond par gravité. Et à chaque fois qu'il y aura une molécule d'eau, elle va rester piégée et rester enfermée dans la structure tridimensionnelle du zéolite. Je vous ai mis un exemple avec la chélation, c'est-à-dire le piégeage d'un cation CS+, dans un tamis moléculaire. Donc le principal reproche qu'on peut faire à cette technique, c'est qu'elle est très lente. C'est-à-dire que si vous avez de l'avance, eh bien vous faites ça une semaine, 15 jours avant de faire la manipulation. Si vous êtes un petit peu en retard, eh bien ça ne pourra pas être utilisé. Une méthode plus rapide, mais qui nécessite aussi un petit peu plus de manipulation, c'est la préparation de l'éther anhydre par distillation. Alors là, pour distiller, eh bien, on fait un montage de distillation sous pression, sous pression de diazote, donc sous gaz inerte, de façon à ne pas avoir de vapeur d'eau à l'intérieur du montage. Bon, concernant le montage de distillation sous gaz inerte, il ressemble dans sa structure au montage qu'on avait déjà fait ensemble, donc pas grand chose à dire de plus là-dessus. Sachez simplement donc que dans le bouilleur, on va placer différents composés. Tout d'abord, eh bien, on va mettre le diéthyléther qui possède des traces d'eau. Pour piéger l'eau, eh bien, on va la transformer par réaction chimique et pour ça on utilise du sodium métallique. Donc on va ajouter à l'intérieur du sodium métallique. On avait vu au cours du TP sur la classification périodique que le sodium métal actif réagit avec l'eau pour fournir notamment de la soude. Le troisième composé qu'on va mettre à l'intérieur, c'est de la benzophénone. La benzophénone, c'est cette cétone qui va être utile, non pas sous cette forme-là, qui est une forme incolore, mais sous une autre forme. Donc ce qu'on fait, c'est là ici on met tout ça dans le bouilleur, on fait le montage de distillation, je ne le représente pas ici, et ce qui va se passer, c'est qu'en faisant l'agitation, le sodium va réagir avec toutes les traces de molécules d'eau pour avoir la réaction entre le sodium et l'eau. Je vous remets les couples d'oxydoréduction. On a le couple Na+, Na pour le sodium. Par conséquent, le sodium agit comme réducteur, donc l'eau va agir comme oxydant dans le second couple. Ce sera donc le couple H2O, H2 qu'il va falloir considérer. Je vous laisse par vous-même écrire les demi-équations électroniques et l'équation bilan associée à cette réaction. Donc la première réaction qui a lieu, c'est donc cette réaction entre le sodium et l'eau. Une fois que toute l'eau a réagi, eh bien, le sodium va attaquer la benzophénone. Et ce qui va se passer, c'est que le sodium va donner un électron à une molécule de benzophénone pour donner un radical anion.
le radical anion, il est ici à droite. Donc le sodium donne un électron, ça veut dire que comme sous-produit, on a Na+. Le composé auquel on aboutit, eh bien, il y a un électron célibataire, c'est donc bien un radical, et il y a également une charge moins, donc c'est bien un anion, d'où ce terme de radical anion. Et vous voyez que dans ce radical anion, on peut écrire énormément de formules mésomères, puisque on repère l'enchaînement N sigma point, mais il y a également des délocalisations électroniques possibles dans le cycle de droite et aussi dans le cycle de gauche par les enchaînements point sigma pi d'un côté comme de l'autre. Par conséquent, vu qu'on a une très grande délocalisation électronique pour ce composé, on va avoir une coloration particulière bleu nuit très intense. Cette coloration bleu nuit ne peut avoir lieu que lorsque le sodium a réduit la benzophénone. Ça veut dire que quand vous voyez cette coloration bleue apparaître, eh bien, toute l'eau qui était initialement présente a été consommée par le sodium. Ça veut aussi dire que le sodium doit bien sûr être mis en excès. À partir de ce moment-là, eh bien, on lance le montage de distillation en chauffant, on récupère les vapeurs qu'on recondense et qu'on conserve bien sûr dans un récipient qui est parfaitement sec, dans lequel on avait mis initialement du gaz diazote pour ne pas avoir de vapeur d'eau, et on peut même mettre dans le fond du récipient récupérateur du tamis moléculaire activé, de façon à ce que si jamais quelques traces de molécules d'eau arrivent à s'introduire à l'intérieur, elles soient piégées à l'intérieur du zéolithe, laissant ainsi le liquide parfaitement anhydre. Dernière remarque concernant ce paragraphe, qui ne porte plus tout à fait sur la préparation ou le choix des solvants, mais plus sur la forme que possèdent les organomagnésiens lorsqu'ils sont en solution. Alors, suivant les conditions opératoires qui sont choisies, on va avoir des concentrations plus ou moins élevées. Ce qu'on peut retenir, c'est que lorsqu'on est au laboratoire, on essaye en général de travailler avec des concentrations qui sont plutôt faibles, voire relativement moyennes, on va dire aux alentours de, comprises entre 10-1 et 1 à 2 moles par litre. Si jamais on travaille en milieu industriel, par contre, le fait d'avoir des concentrations si faibles, eh bien, ça veut dire utiliser énormément de solvants, plusieurs milliers de litres. Du coup, on poussera pour avoir des concentrations bien plus élevées, aussi élevées que possible. Suivant la concentration, eh bien, les organomagnésiens RMGX ne vont pas avoir tout à fait la même forme. Alors tout d'abord, si on est à forte dilution, dilution forte, ça signifie qu'il y a beaucoup de molécules de solvant pour une molécule d'organomagnésiens. Ça veut aussi dire que les molécules d'organomagnésiens ne se rencontrent pas facilement les unes les autres. Par conséquent, on va avoir dans ce type de milieu une structure qui est la suivante. On va avoir l'organomagnésien RMGX qui va s'associer avec les molécules de solvant. On a dit que ces molécules étaient souvent de la famille des hétéroxydes, donc le plus fréquent c'est le diéthyléther, je vais le réécrire ici. Je vais le mettre par là. Et ce qui va se produire, c'est une réaction acido-basique au sens de Lewis. L'oxygène donneur de doublé d'électrons, le magnésium accepteur de doublé d'électrons. On va donc avoir un transfert d'électrons de l'oxygène vers le magnésium, formation de liaison dative, et donc on va avoir formation d'un magnésium tétravalent et ici une charge plus.
Alors, vous voyez que ce que j'ai mis ici, c'est bien une transformation chimique équilibrée. Donc on peut avoir la forme de gauche ou la forme de droite. Si on analyse un petit peu cette forme de droite, eh bien on constate qu'il y a des oxygènes chargés positivement, ce qui est défavorable puisqu'ils sont très électronégatifs, et un magnésium chargé négativement. Encore une fois, défavorable parce que le magnésium est lui peu électronégatif. Ça veut dire que cette forme de droite est pas très favorisée du point de vue de ses charges formelles. Par contre, elle permet de faire respecter la règle de l'octet au magnésium comme aux atomes d'oxygène. Donc pour ça, elle est quand même assez représentative. Concernant ces atomes d'oxygène chargés positivement, eh bien, on se doute bien qu'ils ne vont pas rester fixés de façon immuable à l'atome de magnésium. Ils vont pouvoir se fixer une fraction de seconde, puis ensuite se désolidariser, être remplacés par l'équilibre qui est ici par une autre molécule de solvant, et de cette façon, on pourra avoir un échange rapide de molécules de solvant autour de l'atome de magnésium tétraédrique. Donc ce qu'on retient ici, c'est que dans la structure qu'on a dessinée, on a fait intervenir une seule molécule RMGX. On peut donc parfois parler ici de structure monomère. Si maintenant on se place à une concentration un petit peu plus élevée, donc là dans le document j'ai mis une concentration moyenne. Cette fois-ci, les rencontres entre molécules d'organomagnésiens sont plus faciles. Et puisque un organomagnésien est à la fois un acide de Lewis et en même temps une base de Lewis, eh bien deux molécules RMGX vont pouvoir interagir l'une avec l'autre de la façon suivante. Donc si on prend deux molécules d'organomagnésiens et deux molécules de solvant, encore une fois ici, pour le solvant, je vais choisir de représenter le diéthyléther, mais on pourrait adapter si c'était un solvant différent. Et là, on va pouvoir écrire une structure un petit peu particulière, vous allez voir. On va avoir donc pour la première molécule un enchaînement R, Mg, X. Et là, faites attention, la liaison MgX, on va la représenter en pointillé. Concernant l'autre molécule d'organomagnésiens, eh bien, on va la mettre parallèle à la précédente. On va l'écrire dans le sens X, Mg, R. Et comme tout à l'heure, la liaison MgX, dessinée-là en pointillé. Concernant les liaisons magnésium-halogène, MgX, je les mets en pointillé vu que c'est des liaisons spéciales. Ce ne sont pas des liaisons à deux électrons, donc ça ne correspond pas au modèle de Lewis, et c'est pour ça qu'on ne les représente pas avec un trait plein. Il va également y avoir une interaction entre l'halogène de la deuxième molécule et le magnésium de la première, et réciproquement. Concernant du coup les atomes de magnésium, eh bien, on voit qu'ils sont ici a priori trivalents. Il va donc y avoir une lacune électronique qui persiste. Et cette lacune va être comblée par le procédé précédent par les molécules de solvant. Ah tiens d'ailleurs, j'ai oublié de vous donner un nom spécial. La structure monomère, la particulière dans laquelle on a le solvant associé à l'organomagnésien, c'est ce qu'on appelle un adduit de Lewis, c'est-à-dire un produit issu d'une réaction acido-basique au sens de Lewis. Ok, si on fait un décompte des électrons et qu'on observe les atomes d'halogène X, on se rend compte qu'ils ont, en plus des liaisons en pointillé, eh bien, deux doublés non liants. Et donc là, si vous comptez les paires électroniques entre les réactifs et ce qu'on a mis sur la droite, le compte est bon. Il nous reste à préciser maintenant ce que sont ces liaisons qu'on a mis en pointillé. C'est quelque chose d'un petit peu spécial qu'on rencontre quelques fois en chimie. On a une liaison qui fait intervenir 1, 2, 3 atomes. On dira qu'elle a 3 centres. Et elle ne comporte à l'intérieur que 2 électrons. Donc là, ici,
pour ce fragment qui est en haut, on a une liaison, deux liaisons, donc deux liaisons en pointillé à 3 centres et 2 électrons au total. Est-ce que j'ai raison en disant 2 électrons? Non, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est pas 2 électrons, vu qu'on utilise au total 2 doublés non liants de l'atome X, c'est des liaisons à 3 centres et 4 électrons. Donc faites attention, corrigez bien. Là ici, ce sont des liaisons 3 centres, 4 électrons. Donc une première paire de liaisons comme ceci en haut et une deuxième paire en bas. Le dernier type de forme d'organomagnésiens, c'est lorsqu'on est cette fois à concentration très élevée. Les molécules d'organomagnésiens vont se rencontrer très facilement et vont pouvoir s'associer les unes les autres pour former des structures qui peuvent parfois même se retrouver sous forme de précipités qu'on appelle des agrégats. Alors pour essayer de comprendre comment ces agrégats se forment, je vous propose d'écrire plusieurs molécules d'organomagnésiens. On va les mettre parallèles les unes les autres, en plaçant à chaque fois les paires électroniques non liantes ainsi que les lacunes électroniques. Donc là, j'en ai dessiné quelques-unes, on pourrait comme ça continuer encore et encore. Et ce qui va pouvoir se produire, eh bien, c'est le type de formation de liaison dative, encore une fois. C'est-à-dire que là, par exemple, ce fragment X va pouvoir partager ses électrons dans la lacune du magnésium qui se trouve à côté. Et l'atome X qui est ici va pouvoir faire la même chose. Celui qui est en dessous va pouvoir faire la même chose. Et vous voyez qu'avec ce type d'interaction, les 4 molécules qu'on a dessinées ici sont toutes reliées chimiquement les unes les autres. Donc c'est un gros aduit de Lewis qu'on obtient, d'où le terme d'agrégat. Pour conclure sur cette remarque, est-ce qu'il y a une modification de la réactivité des organomagnésiens suivant qu'on est à dilution forte, faible ou moyenne? Eh bien la réponse est oui. Ils n'ont pas tout à fait la même réactivité. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que même lorsqu'on est à concentration forte et que des agrégats sont formés, il y a toujours une part d'organomagnésiens qui va être dissoute, comme dans le cas des dilutions fortes, c'est-à-dire la première situation. Cette réactivité, donc, portée par les molécules aduit de Lewis avec un organomagnésien et 2 molécules de solvant, ce qu'on peut aussi écrire RMGX point OET 2 fois. Donc ça, c'est l'aduit de Lewis qu'on avait écrit dans le premier point de cette remarque. Eh bien, ce qu'on va écrire par la suite dans le paragraphe grand 2 avec ce type de structure correspond bien à la fois aux autres cas de dilution, puisque au fur et à mesure, même si on part d'une concentration très forte en organomagnésiens, lorsqu'ils vont réagir, la concentration va diminuer et on va toujours déplacer l'équilibre dans le sens de formation de cette forme-là. Ok, donc maintenant on est bien calé sur les différentes formes des organomagnésiens. On vient de voir que celle sur laquelle on pourra poser tous nos raisonnements, c'est celle-ci. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est essayer de voir quelles sont les différentes réactions pouvant avoir lieu qui ne sont pas la réaction de synthèse. Autrement dit, quelles sont les réactions parasites qui ont lieu lors de la synthèse d'un organomagnésien. Donc je vous rappelle que là ici, on se place dans le cadre de la synthèse d'un organomagnésien. Donc on souhaite réaliser la réaction Rx
plus magnésium solide donne RMgX. On sait pour l'instant que, afin de réaliser cette réaction, il nous faut un solvant polaire aprotique, base de Lewis et anhydre. Bien, ce qu'on va faire maintenant ici, c'est essayer de lister les différentes autres réactions qui peuvent avoir lieu. Donc tout d'abord, réaction qui va détruire l'organomagnésiien s'il rencontre de l'eau. Donc, dans cette transformation, c'est une réaction acido-basique au sens de Brønsted. L'organomagnésiien qui correspond à la forme carbanionique R- joue le rôle de base forte, H2O joue le rôle d'acide, et qu'est-ce qui se passe? La base récupère un des protons de l'acide, donc si H2O perd un H+, il va devenir HO-. Le fragment R, qui est analogue au carbanion R-, lui récupère ce H+, donc R- plus H+, ça nous donne un alcane, RH. Et il nous reste le fragment MgX qui se détache en perdant une paire électronique du groupement R, donc on va avoir un fragment MgX+, avec le magnésium qui porte la charge positive. Donc lorsqu'on a cette réaction, comme on le voit ici, on reforme un alcane, dans le cas où R est une chaîne alkyle. C'est donc une réaction qui n'est pas intéressante du point de vue synthétique, puisque les alcanes, c'est des composés qui sont issus du pétrole. On ne va pas fabriquer un organomagnésiien pour ensuite revenir un alcane. Ça aurait ni queue ni tête. Donc ça, c'est notre problème. Si jamais il y a des traces d'eau dans le montage, l'organomagnésiien est détruit. Comment est-ce qu'on peut faire pour contrer ce problème? Eh bien, vous voyez que sur la droite, j'ai mis une colonne solution. On utilisera de la verrerie parfaitement sèche. Et donc ça veut dire qu'elle doit être placée à l'étuve. En général, on la place toute la nuit. On la récupère le lendemain matin pour faire le montage le matin. Ça veut aussi dire que lorsque vous allez fabriquer le montage, vous n'allez pas utiliser d'eau parce que vous allez potentiellement mouiller la verrerie. Ça veut aussi dire que lorsque on fabrique un montage d'organomagnésiens, on se tait, parce que le moindre postillon qui irait à l'intérieur de la verrerie pourrait être ensuite problématique et détruire les organomagnésiens. Ensuite, toujours concernant l'utilisation de l'eau, on utilisera des réactifs et des solvants anhydres. Donc ça, c'est le choix au moment de l'achat ou alors la préparation qu'on en fera au préalable. Et enfin, on pourra utiliser dans le montage un balayage de gaz sec. Concernant ce balayage de gaz, je vais vous expliquer tout à l'heure comment le réaliser dans le paragraphe suivant. Deuxième exemple de réaction parasite qui va détruire un organomagnésiien, celle avec le dioxygène. Alors lorsqu'on fait une réaction entre un organomagnésiien et le dioxygène, on peut écrire deux types d'équations bilan rendant compte de la formation de deux types de produits. Tout d'abord, si on écrit 2RMgX plus dioxygène, on va fournir 2R au moins, c'est-à-dire des ions alcoolates, et il va y avoir également deux fragments MgX+. Ces alcoolates, on va les mettre en évidence ici. Ces alcoolates, donc on ne souhaite pas les former, et donc pour éviter la réaction avec le dioxygène qui est présent dans l'air, encore une fois, le meilleur moyen, ce sera d'utiliser un balayage de gaz. Il faudra faire attention de prendre un gaz inerte. Je vous ai mis donc sur la colonne de droite les deux types de gaz qu'on peut utiliser. Tout d'abord, le diazote. Ça, c'est le gaz inerte le moins cher des deux. Il a aussi une densité un peu plus élevée, un peu plus faible que celle de l'air. Ça veut dire que le diazote dans votre montage va avoir tendance à s'élever et sortir du montage. Le deuxième gaz inerte qu'on peut utiliser, c'est l'argon, gaz noble, beaucoup plus coûteux, mais aussi plus dense que l'air. Ça veut dire que quand vous avez rempli votre montage d'argon, il est à l'intérieur et il va avoir des difficultés à en sortir, ce qui va par conséquent rendre votre montage plus inerte. Deuxième type de réaction qui peut avoir lieu entre un organomagnésiien et le dioxygène, si on a cette fois une seule molécule d'organomagnésiien qui réagit avec la molécule O2,
Le fragment R va venir s'additionner sur un des deux atomes d'oxygène pour fournir ROO-, plus le fragment XMG+. Et ROO-, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est un composé qui, lorsqu'il est reprotoné, devient ROOH. Ce type de molécule, c'est la famille des peroxydes. Le principal problème de former des peroxydes, c'est que ce sont des molécules qui sont potentiellement explosives. Donc ça veut dire que si vous avez trop d'organomagnésiens qui réagissent avec le dioxygène, vous allez avoir un milieu réactionnel qui potentiellement pourra exploser. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est un petit peu non souhaitable, qu'on va souhaiter éviter au maximum. Réaction suivante, encore une fois, une réaction néfaste qui peut avoir lieu avec un gaz, celle qui fait intervenir le dioxyde de carbone. Donc RMGX peut s'associer avec le dioxyde de carbone présent dans l'air, et on va obtenir un composé de formule RCO au-. Donc dans cette réaction, vous voyez que le fragment R qui est ici correspond au R de l'organomagnésiens, et le fragment CO au-, correspond à la molécule de dioxyde de carbone. Autrement dit, on a ici une addition de l'organomagnésien sur le dioxyde de carbone. Évidemment, il y a aussi le sous-produit, pareil que tout à l'heure, MgX+. Le composé carboné, qui est là, RCO au-, c'est un ion carboxylate qui va pouvoir ensuite, après protonation, donner un acide carboxylique. Étant donné que le CO2 va être croisé à l'état gazeux au laboratoire, encore une fois, la solution pour ne pas avoir de CO2 dans le milieu, c'est d'utiliser un balayage de gaz inerte sec. Alors, la dernière réaction va pas avoir lieu avec un gaz, c'est une réaction un peu particulière qu'on appelle le couplage de Wurtz. Et je vous rappelle que ce que je vais dire ici concernant le couplage de Wurtz vaut dans le cas où le fragment R est une chaîne alkyle. Une réaction de couplage, c'est une réaction de formation de liaison carbone-carbone faisant intervenir un composé organométallique. En l'occurrence, le couplage de Wurtz, c'est lorsque lorsqu'une molécule d'organomagnésiens, RMGX, va s'associer avec, je vais le détailler un petit peu ici, va s'associer avec un halogénoalcane RX. Analysons un petit peu la réactivité qu'il y a dans ces deux molécules. Dans l'organomagnésien, le groupement R est chargé delta-, il est nucléophile. À l'intérieur du groupement RX, on a beaucoup croisé ce genre de molécules dans la leçon suivante, le fragment R est chargé delta+, il est par conséquent un site électrophile. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Le nucléophile qui est ici va réagir avec l'électrophile qui est là. Quel rôle va jouer le fragment X? C'est un rôle de groupe partant, et la réaction qu'on va écrire ici, ce sera une réaction de substitution nucléophile. Donc là ici, j'écris une substitution nucléophile bimoléculaire, et qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin? On va avoir ce fragment R qui forme par cette flèche verte une liaison avec l'autre fragment R. Donc le premier produit, ce sera RR, et on va avoir un fragment MgX+, et un ion X-. Dans cette réaction, on forme ici donc une molécule R2, qui est un alcane, et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, un alcane c'est un composé qui est issu du pétrole, on ne s'embête pas à faire un organomagnésien pour fabriquer ce qu'on peut récupérer à partir de la nature. Donc cette réaction est bien une réaction néfaste.
En ce qui concerne sa vitesse, eh bien, si on suppose un mécanisme SN2, on pourra dire que la vitesse s'écrit comme une constante de vitesse multipliée par la concentration de Rmgx multipliée par la concentration de l'autre réactif Rx. Étant donné que là ici c'est un acte élémentaire, et d'ailleurs puisque c'est un acte élémentaire, je peux me permettre de rajouter une flèche comme ça vers la droite. Je vais supposer ici que la réaction en sens retour n'a pas lieu. Cette loi de vitesse est simplement issue de l'application de la loi de Van 't Hoff sur l'acte élémentaire qui est juste au-dessus. Vous voyez, Rmgx, le premier réactif, Rx, le second. Comment faire pour limiter la réaction de couplage de Wurtz? Eh bien, si on veut qu'elle n'ait pas lieu, ça veut dire que sa vitesse doit tendre vers 0. Sa constante de vitesse, eh bien ça, le chimiste n'a pas vraiment de jeu dessus. C'est la nature qui l'impose. On sait simplement que lorsque on baisse la température, la constante cinétique va baisser. Mais si on baisse la température, on aura du mal à atteindre l'équilibre de formation de l'organomagnésiens. Donc, agir sur la température n'est pas une bonne solution pour réduire le couplage. Agir sur la concentration de Rmgx, eh bien c'est le composé qu'on souhaite former. On veut avoir à la fin une concentration très élevée. On ne peut pas empêcher sa formation pour limiter donc ce terme-là, puisque ça voudrait dire à la fin avoir une synthèse avec un rendement faible, ou alors utiliser beaucoup de solvants, ce qui du coup coûterait très cher. Troisième terme, le réactif Rx. Eh bien lui, on peut agir dessus, puisque si on en met beaucoup dès le début, ce terme, la concentration de Rx, va être élevée, et la vitesse du couplage sera donc élevée aussi. Par contre, si on verse le composé Rx au goutte à goutte dans le ballon, il y aura toujours une concentration qui va tendre vers 0. Donc ce terme va toujours tendre vers 0. La réaction va avoir une vitesse qui tend également vers 0. Et donc le couplage ne deviendra plus un problème. Par conséquent, lorsqu'on fera la synthèse, le composé halogéno-alcane devra être introduit par une ampoule d'addition au goutte à goutte. Alors, on poursuit et on termine avec maintenant le montage qu'on va utiliser pour faire la synthèse. Donc, je vous ai reproduit ici le montage qui est à gauche sur le document de cours, simplement parce que c'est le montage que vous allez être amené à réaliser lorsque vous serez en séance de TP. Donc, si on décrit d'abord la façon de construire le montage, étant donné que la verrerie est initialement à l'étuve, eh bien, vous allez devoir faire le montage avec de la verrerie chaude. Donc, il faut s'arranger pour utiliser des chiffons pour attraper le matériel si on résiste mal à la chaleur. Souvenez-vous qu'on place toujours d'abord cette pince-là, celle du bas. On fixe le ballon sur la pince. Ensuite, on place le réfrigérant. La pince qui est au-dessus, elle est là pour assurer la verticalité, mais elle ne doit pas serrer le réfrigérant, sinon il casse. Et là, c'est de l'eau partout et forcément la manipulation ne pourra pas être faite avec cette verrerie. Ensuite, on place l'ampoule d'addition. Si jamais vous avez un ballon tricole, vous mettez également un bouchon. Vous mettez ensuite les clips de fixation et vous rajouterez également en haut du réfrigérant un instrument de verrerie particulier. Donc c'est un instrument coudé, ça a la forme d'un L, c'est un tube creux qu'on appelle une garde. Alors dans cette garde, on va mettre un composé spécial. C'est ce que j'ai représenté ici avec les petits points. C'est un agent chimique qui va piéger les molécules d'eau présentes dans l'air. En général, ce qu'on prend, c'est du chlorure de calcium, CaCl2. Il se trouve à l'état solide, c'est un solide blanc qui est très hygroscopique. Ça signifie que dès que de l'eau passe à proximité, elle va se coller à la surface du solide et par conséquent, vous comprenez bien qu'elle ne pourra pas rentrer dans le montage. Sur les autres orifices du ballon, là il y a un bouchon, donc à nouveau la vapeur d'eau dans l'atmosphère ne peut pas entrer, donc là on a un montage qui est fermé et qui va rester sec à l'intérieur. Une fois qu'il est fait, ce montage, vous allez pouvoir faire la réaction. Je vous rappelle simplement que dans le ballon, vous allez avoir ici les copeaux de magnésium solide. Et à l'intérieur de l'ampoule d'addition, comme ce qu'on vient d'expliquer, vous allez avoir la solution qui contient l'halogéno-alcane Rx
dissous dans le diéthyléther ou éventuellement dans un autre solvant. Deux points sont à préciser concernant ce montage. Donc tout d'abord, c'est la garde à chlorure de calcium. C'est une verrerie qu'on n'a pas encore utilisée. J'espère qu'on aura le temps de faire le TP avant la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, lorsque vous mettez cette garde, l'air peut passer à travers. Si jamais l'air rentre dans le montage, il est desséché par le composé chimique. Si jamais l'air sort du montage, ben là, pas de problème de pollution à l'intérieur. Donc, ça s'utilise plutôt bien. Pensez également à mettre au niveau de la garde un clip de fixation, puisque si le solide a été un peu trop tassé à l'intérieur et qu'une surpression arrive dans le ballon, lorsque les vapeurs se forment par exemple, vous risquez d'avoir votre garde qui saute et évidemment elle va se casser. Deuxième point à mentionner, on a vu avec les réactions parasites précédentes qu'il ne fallait pas de dioxyde de carbone, il ne faut pas de dioxygène ni de vapeur d'eau. Et donc je vous ai dit, on peut utiliser un balayage de gaz sec. Alors pour fabriquer du gaz sec, on prend d'abord une bouteille soit de diazote, soit d'argon, et on lui fait traverser un parcours de silicagel. Le silicagel, c'est un composé comme le chlorure de calcium qui va permettre de dessécher en piégeant les traces d'eau. Une fois que ce diazote ou cet argon a été séché, eh bien vous allez faire un branchement, une arrivée, et ensuite ça va s'échapper par une sortie. L'arrivée va toujours être faite au niveau ici de l'ampoule d'addition. Donc on peut utiliser un bouchon un peu spécial qui va être relié à un tube d'alimentation dans lequel on va pouvoir envoyer, donc là ici on met évidemment un clip de fixation, et on va pouvoir envoyer donc soit du diazote, ou de l'argon sec. Donc, on envoie une certaine pression, pas trop élevée pour ne pas tout faire exploser. Ce qui va se passer, c'est donc du coup, le gaz va rentrer ici, remplir l'ampoule d'addition, passer ensuite à travers la tubure latérale, qui permet, je vous le rappelle, d'égaliser les pressions entre le haut et le bas de l'ampoule, passer ici pour remplir le ballon. Et une fois que le bas du ballon est rempli de gaz inerte, eh bien, il va remonter à travers le réfrigérant, passer à travers la garde à chlorure de calcium et quitter le montage par là. Par conséquent, ça veut dire que lorsque vous avez ce balayage, vous allez être toujours sous atmosphère inerte et ne plus avoir de problème avec les vapeurs d'eau. Donc c'est quelque chose qui est très très bien. Par contre, c'est très coûteux. Ça nécessite d'utiliser des gaz inertes qui sont assez chers. Et certains organomagnésiens, relativement faciles à préparer, peuvent être faits donc sans ce montage-là. D'ailleurs, si on a le temps de le faire d'ici la fin de l'année, on fera un organomagnésien sous atmosphère, sans atmosphère inerte, et vous allez voir que ça fonctionne plutôt pas mal. Concernant le montage qui se trouve à droite, eh bien, les éléments sont identiques à celui qu'on a mis sur la gauche. Vous voyez que vous avez un ballon avec à droite une ampoule d'addition isobar. À gauche, vous avez un réfrigérant avec tout en haut eh bien, une garde à chlorure de calcium aussi, sauf que la garde a une forme un petit peu différente. Et au centre du ballon, sur le col du milieu, vous voyez que vous avez une baguette qui est ici un agitateur mécanique. Alors on peut parfois préférer, pour faire la synthèse d'un organomagnésien, un agitateur mécanique, vu que l'agitation est plus forte. C'est-à-dire que si on prend un baromagnétique, les copeaux de magnésium vont ralentir sa rotation, ce qui peut parfois donner une agitation un petit peu inhomogène, et donc c'est quelque chose qui peut être un petit peu délaissé à cause de ça. Et donc si on a la possibilité de prendre un agitateur mécanique, on pourra le faire. Sachez que très souvent, en TP, en tout cas en prépa, on fera des organomagnésiens avec des agitateurs magnétiques, et ça fonctionne très bien. Pour la partie suivante, donc c'est le fameux protocole dont il faut comprendre toutes les différentes étapes et l'ordre. Donc on va revoir maintenant les différents points de ce protocole. Je l'ai détaillé en deux. Tout d'abord, une première partie pour laquelle on va détailler la préparation de l'organomagnésien et une seconde partie où on va détailler son utilisation, c'est-à-dire sa réaction. Donc vous voyez que tout d'abord, je vous ai mis
avant de commencer, utilisez les EPI. EPI, c'est pour équipement de protection individuelle, c'est-à-dire vous munir de gants, si possible pas des gants en latex, vu que le diéthyléther va rapidement passer à travers. On utilise en général plutôt des gants nitrile si on en a, qui sont plus épais et plus résistants. Pensez également à mettre des lunettes de protection, alors là c'est vraiment vital pour vos yeux, et on utilisera bien sûr des blouses comme habituellement. Prévoir également un bain eau glace. Alors celui-là, il est mis à part, c'est en cas d'emballement de la réaction. On a dit tout à l'heure qu'elle était exothermique, et si jamais vous avez une ébullition très intense, il faut vite calmer la réaction, et pour ça on refroidit avec le bain eau glace. Ensuite, on peut prévoir éventuellement un bac de sable pour étouffer les flammes si jamais il y a un départ de flamme. Gardez en tête que lorsque vous faites un organomagnésium, vous avez du diéthyléther, qui est un solvant organique à la température d'ébullition donc de 35 degrés Celsius. J'ai pas la valeur en tête, on peut aussi chercher une température particulière qu'on appelle le point éclair. Allez voir par exemple sur Wikipédia et vous trouverez facilement cette valeur. Le point éclair, c'est la température à partir de laquelle on peut avoir une inflammation du diéthyléther. Et elle est très basse. Je crois qu'elle est même inférieure à la température de 20 degrés Celsius. Donc ça veut dire que c'est un solvant qui est potentiellement très dangereux. Donc il faut penser au risque d'incendie et réfléchir un instant avant de commencer pour savoir comment on doit réagir en cas d'incendie. Je vous rappelle, la première chose à faire, c'est alerter, ensuite protéger et ensuite prévenir. Pour finir, bien localiser les équipements de sécurité. Le rince-œil, donc je vous rappelle que si jamais il n'y a pas de rince-œil, eh bien on fera ça sous l'eau du robinet, douche de décontamination, extincteur, et si nécessaire, on révise leur utilisation, on redemande des conseils pour être sûr d'être apte à les utiliser convenablement. Donc, on détaille maintenant les différents points pour fabriquer le montage et réaliser la réaction de synthèse. Donc, dans un premier temps, point A, on place le magnésium en copeaux et toute la verrerie plusieurs heures à l'étuve dans le but d'éliminer les traces d'eau. On a vu qu'il faut un montage parfaitement sec. Deuxième point, lorsqu'on commence à faire la réaction, donc on commence par peser le magnésium. Si jamais on le souhaite, on peut le broyer au mortier. Le broyage va casser les fragments de magnésium, libérant ainsi du magnésium métallique non oxydé, très réactif, qui va permettre de bien démarrer la réaction. On place le magnésium dans le ballon et on doit construire le montage le plus rapidement possible avec la verrerie chaude. De cette façon, on est sûr de piéger à l'intérieur un minimum de vapeur d'eau. Ensuite, si jamais on utilise un balayage de diazote ou d'argon, eh bien on remplit avec des cycles de purge et de remplissage notre montage avec les branchements qu'on a fait tout à l'heure. Cette partie-là, pas besoin de la creuser trop puisqu'on n'aura pas ce type de montage au lycée. Je vous ai simplement mis quelques photos que j'ai récupérées sur le site de l'UPMC qui vous montrent ce qu'on appelle en chimie une rampe à azote. Donc là, vous avez en fait sur la gauche une photo qui montre la rampe qui contient un tuyau d'arrivée d'azote et l'autre, c'est la pression réduite, donc ce qui est appelé le vide. Pour pouvoir choisir le branchement soit sur l'un, soit sur l'autre, vous avez un robinet à 3 voies, donc suivant la position de ce robinet, soit vous allez envoyer de l'azote dans votre montage, soit vous allez tirer sous vide. Vous avez du coup ensuite différents schémas, donc le schéma qui vous montre comment fonctionne la rampe de vide et la rampe d'azote, et sur la droite, je vous ai remis le schéma précédent pour que vous précisiez où on met l'arrivée de diazote et où va se faire la sortie. C'est ce que j'ai dessiné tout à l'heure. Une fois que le montage est fait, le magnésium est à l'intérieur, il est sec, on commence par recouvrir le magnésium d'un peu de solvant, donc en général du diéthyléther. Une fois que le magnésium est recouvert, eh bien, on va préparer la solution d'halogénoalcane, celle qui va être mise dans un pool d'addition. Une fois, donc, pour faire cette solution-là, prenez de la verrerie bien sèche, donc préalablement placée à l'étuve, mais aussi refroidie. Parce que si vous faites une solution éthérée dans de la verrerie à 40 degrés, vous doutez bien que vous allez avoir une ébullition spontanée de l'éther, des éclaboussures partout, et vous allez avoir une manipulation très très sale. Donc attendez quand même que la verrerie est suffisamment refroidie. Donc on prépare la solution, on la place dans l'ampoule.
Une fois qu'on a fait ça, eh bien, tout est prêt pour la synthèse. On n'a plus besoin d'ajouter quoi que ce soit et on peut procéder au début de la synthèse. Pour ça, on commence par mettre quelques millilitres, 5 à 10, fait un peu à la louche, à l'intérieur du ballon. Donc là, si on fait un bilan, dans le ballon, vous avez du magnésium, vous avez mis de l'éther pur au début, et vous rajoutez maintenant du composé RX. Donc vu que vous avez du magnésium et du RX, c'est là que la réaction démarre. Les premières molécules d'organomagnésiens se forment, le magnésium commence à être rongé, et on voit apparaître dans le milieu, ça mettez-le bien en évidence sur le document, on voit apparaître un trouble opalescent, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le liquide devient un petit peu laiteux. Ça, c'est caractéristique du démarrage de la réaction. Si jamais vous avez pour une raison X ou Y, la réaction ne démarre pas spontanément, ça arrive assez fréquemment, il ne faut pas s'alarmer, c'est une réaction très robuste et on a des moyens très efficaces pour la faire démarrer. Le premier, c'est chauffer. Alors si on a chaud aux mains, on peut utiliser la paume de la main, prendre son ballon sous la main et le chauffer comme ça. Si jamais on n'a pas assez chaud, eh bien on peut utiliser un sèche-cheveux par exemple, ou si on a beaucoup d'équipements, un décapeur thermique. Faites attention par contre, un décapeur thermique ça peut chauffer très très fort, vous savez c'est ce qui est utilisé pour quand on fait du bricolage pour décoller les peintures. Donc prudence avec ce type d'instrument lorsqu'on a un montage rempli d'éther, l'incendie n'est pas loin. Si jamais vous voyez le trouble opalescent apparaître, nickel, vous pouvez arrêter là. Par contre, si la réaction ne démarre toujours pas, eh bien, on passe à une méthode un petit peu plus drastique. Une technique qui fonctionne bien consiste à ouvrir le montage juste l'espace d'un instant. Avec une baguette de verre qu'on introduit à l'intérieur, on va broyer des morceaux de magnésium. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le magnésium, c'est un métal qui va facilement s'oxyder. On l'avait vu en début d'année sur le TP classification périodique. Il est d'un aspect plutôt mat, mais si on le décape, je l'avais fait avec une lame de couteau, eh bien on revoit l'éclat métallique apparaître. Là, c'est la même chose. Si on écrase un morceau de magnésium, on va libérer du magnésium à l'état métallique, ce qui va permettre de fabriquer les premières molécules de RMGX, ce qui va du coup lancer la réaction. Si jamais c'est toujours pas suffisant, on peut ajouter des agents chimiques, soit un cristal de diode, soit du 1,2-dibromoéthane. Les deux vont avoir le même rôle. Ces deux composés sont des oxydants. Ils vont réagir de façon très rapide avec le magnésium. Ça veut dire que les copeaux que vous utilisez, ils ont beau avoir une partie d'oxyde à leur surface, il y a aussi des atomes de magnésium encore présents. Si vous mettez du diode ou du 1,2-dibromoéthane, la réaction entre les atomes de magnésium et ces composés va être très rapide. Du coup, ça va creuser le matériau magnésium, faire des pores dans lesquels vous allez avoir uniquement du magnésium à l'état métallique. Du coup, la couche d'oxyde qui se trouve au-dessus ne va plus tenir sur le matériau, elle va tomber dans le fond du ballon, et vous allez du coup pouvoir comme ça avoir beaucoup de magnésium métallique de libérer, ce qui va du coup permettre de lancer la réaction à coup sûr. Ça fonctionne toujours. Une fois que la réaction est lancée, vous allez voir que... Pardon, j'ai oublié un petit commentaire. Oui, dans le cas où on utilise du diode ou du 1,2-dibromoéthane, on forme soit des ions iodures, I-, soit des ions bromures, Br-. Ça veut dire que si on a un réactif chloré, par exemple, eh bien, par substitution nucléophile bimoléculaire, dans le cas où R est une chaîne alkyle, on pourra avoir d'abord transformation du réactif chloré en réactif bromé ou iodé, ce qui va du coup augmenter sa réactivité et encore une fois augmenter la vitesse de synthèse. Le point suivant, donc la réaction est exothermique. Ça veut dire que lorsque la synthèse a lieu, la température augmente. Le diéthyléther bout à une température très faible et donc vous allez voir l'ébullition apparaître. Si vous laissez le montage tel quel, eh bien le RX qui a été introduit va être consommé et donc vous allez avoir une ébullition, passage par un maximum d'ébullition et ensuite retour à un état plutôt inerte. Le but, c'est de ne pas revenir à cet état inerte. Il faut maintenir la réaction, maintenir l'ébullition, et pour ça, dès que vous voyez l'ébullition, vous ajoutez par l'ampoule d'addition le composé RX avec le traditionnel débit de 1 goutte par seconde. Donc, lorsque vous allez faire ça, vous allez ajouter donc tout le réactif, ça peut prendre quelques minutes, 10, 20,
Et une fois que tout a été ajouté, eh bien, on chauffe parfois à reflux quelques instants de façon à atteindre l'équilibre thermodynamique de la réaction de synthèse plus rapidement. C'est un aspect cinétique qu'on utilise ici. Pour finir, donc une fois qu'on a fait ça, on peut parfois... oui, pardon, je viens de le dire, on chauffe parfois à reflux, je suis un peu perdu, je reprends, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, dans notre ballon, on a peut-être un petit peu de RX qui n'a pas fini de réagir, c'est pas grave. On a peut-être encore un petit peu de magnésium métallique aussi, ça arrive assez souvent, mais on a surtout beaucoup d'organomagnésiens RMGX. Sachez également que les organomagnésiens, du fait de leur très grande réactivité, il est absolument inenvisageable, ne serait-ce que d'ouvrir le montage. Si vous l'ouvrez, vous allez avoir l'atmosphère qui rentre à l'intérieur, dioxyde de carbone, dioxygène, vapeur d'eau, ça va détruire votre organomagnésien. Donc surtout, n'ouvrez pas votre montage. Et deuxième point, eh bien, il est tout à fait proscrit de sortir l'organomagnésien de son ballon, pour les mêmes raisons. Donc, il va rester dans le ballon et on dit par conséquent qu'il réagit in situ, c'est-à-dire qu'il réagit dans l'endroit dans lequel il a été formé. Je vous ai mis une remarque pour terminer. Si jamais vous avez dans un laboratoire de chimie pas la technologie, pas le matériel pour faire un organomagnésiien, il existe deux composés commerciaux, le bromure de phénylmagnésium et le bromure d'éthylmagnésium. Je vous ai mis les prix, vous voyez, c'est aux alentours de 70 € pour 100 ml. Vous voyez donc que c'est des composés qui sont assez chers. Hein. Donc lorsqu'on fait un organomagnésiien, on ne doit pas faire n'importe quoi, sinon c'est beaucoup d'argent qui est perdu. Une fois que le composé a été préparé, eh bien, comment va-t-on l'utiliser? Donc si on fait un bilan de ce qu'on a dans notre montage, là ici, à l'intérieur du ballon, on a donc principalement l'organomagnésien dans le solvant éclairé. Sous forme d'adduit Lewis, si on est à dilution suffisamment faible, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Étant donné qu'on ne peut pas sortir l'organomagnésien, ce qu'on va faire, c'est faire la réaction en ajoutant sur cet organomagnésien l'autre réactif. Donc, point A', je vous dis qu'on commence par préparer dans une verrerie sèche, puisqu'il ne faut pas de traces d'eau, et froide, la solution qui contient le substrat de la réaction. Ce substrat va être ajouté à l'intérieur de l'ampoule d'addition. Et une fois qu'il est présent dans cette ampoule d'addition, on va faire l'addition de façon progressive. Si jamais on versait tout d'un seul coup, on aurait une réaction très vive entre l'organomagnésien et le substrat, beaucoup d'énergie thermique libérée, risque d'explosion. Donc on y va au goutte à goutte, et vous allez voir que lors de cet ajout, encore une fois, le solvant, le diéthyléther, va se mettre à bouillir. Une fois qu'on a fait donc tout l'ajout, ça peut prendre quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, c'est pas un problème. On peut parfois chauffer à reflux, donc pour ça on rajoute sous le ballon un chauffe-ballon. Le but c'est d'atteindre l'équilibre thermodynamique plus rapidement. Et logiquement, à la fin de cette étape, vous avez consommé de façon quasi totale le substrat et de façon quasi totale aussi l'organomagnésien. En général, on met l'organomagnésien un petit peu en défaut, c'est-à-dire on en met un petit peu moins que de substrat, simplement parce qu'il faut qu'à la fin de la réaction, il n'en reste pas ou quasiment pas, à cause de son caractère très réactif qui peut être dangereux. Une fois donc que le chauffage a été réalisé, donc chauffage à reflux quelques instants, on va devoir systématiquement réaliser l'hydrolyse du milieu réactionnel. Vous voyez que je vous ai mis ça en évidence et je vous conseille de surligner cette phrase, elle est très importante. On reparlera de cette hydrolyse et de son rôle plus tard dans le paragraphe 2, c'est-à-dire donc dans la deuxième vidéo. En ce qui concerne donc l'hydrolyse, eh bien, pour pouvoir la réaliser, on prépare d'abord une solution aqueuse acide, on prendra en général de l'acide chlorhydrique, et on va l'introduire, encore une fois, par l'ampoule d'addition. L'hydrolyse peut être une réaction violente, et pour cette raison, on va faire l'addition au goutte à goutte, encore une fois, sous agitation. Ça veut dire que dans ce ballon, vous allez faire 3 ajouts successifs. D'abord, vous versez la solution de RX, puis la solution de substrat, puis la solution d'hydrolyse. Ça veut dire que le ballon que vous devez prendre ici doit être relativement grand pour pouvoir contenir toutes ces solutions. À la fin de la réaction d'hydrolyse, là, on ne va pas chauffer, on va juste agiter et on attend de voir un mélange biphasique
dans le milieu. Vous allez avoir une phase éthérée, moins dense, qui va se trouver au-dessus. Alors cette phase en général, elle est de couleur assez foncée, plutôt noire. Ça c'est lié à la présence du magnésium et des oxydes de magnésium. La phase du bas, ce sera une phase aqueuse. Et vous allez peut-être voir en bas de la phase aqueuse quelques traces de magnésium métallique. Le magnésium va se faire attaquer par l'acide. Les réactions qui vont avoir lieu sont des réactions d'oxydoréduction. Les couples en jeu, ce sont le couple Mg2+, Mg d'une part, et le couple H+, H2 d'autre part. Donc dans cette réaction, H+ joue le rôle d'oxydant et le magnésium joue le rôle de réducteur. Donc on laisse agiter et tant qu'il y a du magnésium solide, on laisse les choses se faire. Quand il n'y en a plus, on a un mélange biphasique liquide-liquide qui va pouvoir être transféré en ampoule à décanter. À partir de là, l'idée c'est de récupérer par des procédés d'extraction, de lavage, la phase organique d'un côté, la phase aqueuse de l'autre. En général, le substrat se trouve dans la phase organique et on va ensuite réaliser des étapes de purification, de caractérisation du produit pour savoir si la réaction s'est déroulée comme on le souhaitait. Pour terminer cette partie donc sur les organomagnésiens, il nous reste un tout dernier point à voir qui porte sur les organomagnésiens acétyléniques qui ont une réactivité lors de la synthèse un petit peu différente de ceux qu'on a vus. Alors, tout d'abord, on va essayer de comprendre de quoi on parle ici. Qu'est-ce que c'est un organomagnésiens acétylénique? Eh bien, posons-nous les questions d'abord de savoir qu'est-ce que c'est l'acétylène. L'acétylène, c'est une molécule qui est celle-ci, de la famille des alcynes. C'est le plus simple des représentants de la famille des alcynes. En nomenclature systématique, il y a 2 atomes de carbone dans cette molécule. C'est donc un dérivé et, et le suffixe caractéristique des alcynes, c'est le suffixe -ine. Par conséquent, on appellera cette molécule l'éthine. Alors l'acétylène en chimie, on le retient pour plusieurs raisons, notamment une, c'est qu'il est utilisé par les soudeurs, puisque lorsqu'on oxyde l'acétylène, vu qu'on a une triple liaison carbone-carbone, on peut avoir des températures de soudure très élevées. Donc l'acétylène, c'est donc celui-ci, et donc vu qu'on parle ici des composés acétyléniques, c'est l'ensemble des molécules de la famille des alcynes dont on va parler. Il faut donc distinguer deux petites nuances dans cette famille. Tout d'abord, les alcynes classiques, auxquelles on ne va pas donner nom particulier, qui vont avoir pour structure R1, C, triple liaison C, R2. Et d'autres alcynes qui se terminent par un fragment CH. Donc on va les écrire R, C, triple liaison C, H. Et puisqu'il y a cette terminaison CH, on va appeler cette alcyne un alcyne vrai. Alors les autres ne sont pas des alcynes faux, hein, mais c'est juste pour distinguer les deux situations. Ce qu'on va dire concernant ce paragraphe concerne notamment les alcynes vrais et les autres non. Alors, pour rappel, l'équation de synthèse d'un organomagnésiien qu'on a vue, c'est celle-ci. Rx plus Mg solide. On met ça dans du diéthyléther anhydre. On écrira souvent ANH pour abrévier le mot anhydre. Et on obtient alors RMgX. Je vous rappelle que, pour l'instant, le fragment R, c'était un alcane, une chaîne alkyle. Et cette réaction-là va bien fonctionner. Les rendements de synthèse sont bons, ils sont de l'ordre de rendement quantitatif, c'est-à-dire supérieur à 80-90%.
Ok, on va calquer ce raisonnement avec un alcyne. Un alcyne vrai. Donc, pardon, pas un alcyne vrai, je dis une bêtise. On reprend un alcyne avec un atome d'halogène, donc on va écrire ça de la façon suivante. R, C, triple liaison C, X. Vous voyez qu'ici, on a bien une analogie entre ces deux types de réactifs. On va prendre du magnésium. On place ça dans le diéthyl-éther anhydre. On fait la réaction avec le même mode opératoire, la même rigueur, et là on s'aperçoit qu'il ne se passe rien du tout. Les composés acétyléniques, à cause de ce carbone qui est divalent, linéaire, eh bien, ils ne peuvent pas subir l'addition oxydante du magnésium de façon quantitative. Ça veut dire que si on souhaite préparer un organomagnésiens acétylénique, il va falloir ruser un petit peu. Donc la question qu'on cherche à résoudre ici, c'est comment préparer ce type d'organomagnésiens R, C, triple liaison C, Mg, X. On vient de voir que utiliser le fragment là ici avec un X et mettre le magnésium ne fonctionne pas. Comment procéder? Ça ne s'invente pas, c'est une partie qu'il va bien falloir apprendre. On va procéder en deux temps. Dans un premier temps, on va utiliser ou préparer un organomagnésiens facile à faire. Alors, ici, je vais prendre un exemple. Si on prend du du bromoéthane, ETBr, et qu'on le met à réagir dans le magnésium, sous atmosphère inerte et dans le diéthyl-éther, eh bien, la réaction de synthèse va avoir lieu sans problème et on forme le bromure d'éthylmagnésium. La synthèse ici est quantitative. Ce qu'on va ensuite faire, c'est une réaction entre ce composé formé, le bromure d'éthylmagnésium, et un alcyne vrai. C'est ici qu'ils interviennent. Donc, déprotonation de l'alcyne vrai par, ici, c'est par le bromure d'éthylmagnésium. Alors, étant donné que la réaction n'est pas très compliquée, on va écrire le mécanisme pour comprendre ce qui se passe. Prenons d'abord donc le bromure d'éthylmagnésium. Étant donné que je souhaite ici écrire un mécanisme réactionnel, je m'astreins à la plus grande rigueur, tous les doublés non liants, toutes les lacunes électroniques. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que pour expliquer la réactivité, les mécanismes qu'on va écrire sont des mécanismes simplifiés. Notamment ici, vous voyez que je mets le magnésium avec ses lacunes. On n'écrit pas les abus de Lewis parce que ce serait trop long et que globalement, les produits qu'on va écrire à partir de cette structure correspondent à ce qu'on obtient en réalité. Donc, c'est un mécanisme simplifié, c'est ce qui est demandé dans le cadre du programme. L'autre réactif, eh bien, c'est un alcyne vrai qui correspond au motif qui est ici tout en haut. Donc, R, C, triple liaison C, H. Et étant donné qu'ici, c'est une déprotonation qu'on souhaite réaliser, ça veut dire que la réaction qui va avoir lieu, c'est une réaction acido-basique au sens de Brunstein. Alors, ces réactions acido-basiques peuvent a priori avoir lieu dans les deux sens. Donc, l'acte élémentaire, on va considérer qu'il est renversable. Et on peut s'arrêter un instant sur les pK associés à ces différents couples. Pour le bromure d'éthylmagnésium, le pKa, c'est celui du couple éthane, ETH, carbanion, ET-, et on a dit que ces pKa-là sont aux alentours de 50.
En ce qui concerne l'alcyne vraie, ce qu'on va écrire ici concerne l'hydrogène terminal. Et le couple associé, c'est le suivant. RC triple liaison C H, RC triple liaison C moins. Pour ce couple acide-base, le pKa est bien plus faible que précédemment, il est aux alentours de 25. Vous vous souvenez, on a déjà parlé plusieurs fois des carbones faisant des triples liaisons. Je vous ai dit que parce qu'ils forment des triples liaisons, leur électronégativité est plus élevée. Et donc la liaison ici CH est polarisée delta- sur le carbone, delta+ sur l'hydrogène. La charge partielle delta+ sur l'hydrogène est relativement élevée. Et c'est pour ça qu'il va partir bien plus facilement dans le cas d'un alcyne que dans le cas d'un alcane, comme ce qu'on avait ici. À partir de là, eh bien, on peut mettre en évidence le fait que la réaction qu'il y a entre les deux, on justifiera ça dans la leçon C7L1, sa constante d'équilibre, elle sera à 10 puissance 25, c'est-à-dire 10 puissance l'écart entre les deux valeurs de pKa, ce qui veut dire que globalement l'acte élémentaire est surtout déplacé vers la droite. On va donc avoir maintenant à dessiner les déplacements électroniques. Donc souvenez-vous que là ici, la paire électronique entre l'éthyle et le magnésium, elle appartient au fragment éthyle, puisque le carbone est plus électronégatif. Donc les électrons qui sont ici vont venir attraper le proton qui est là. Cette flèche verte correspond à la formation d'une liaison entre l'éthyle et le H. Par conséquent, vu qu'il ne peut pas aller au-delà de la règle du Duhet, ça veut dire que les électrons qui sont ici, entre le carbone et l'hydrogène, vont revenir pour combler une des lacunes du magnésium. Alors regardons ce qu'on obtient d'abord avec le fragment éthyle. Il s'est relié à l'atome d'hydrogène et donc on obtient ETH, qui est de l'éthane, un composé gazeux à température et pression constante, et pression atmosphérique, qui va donc quitter le milieu réactionnel facilement. Pour ce fragment-là, eh bien on a RC triple liaison C. Et ce carbone-là, à quoi est-il relié? Eh bien, la flèche verte ici, en bas, montre qu'il y a une liaison carbone-magnésium qui vient d'être formée. Le magnésium, lui, il est relié à l'atome de brome, ça ne change pas. Et toujours concernant le magnésium, vous voyez que ici, une de ces lacunes est complétée, mais que là, vu qu'il perd un électron, une lacune est formée. Donc, il en perd une, il en gagne une. Au global, il en avait deux initialement, il en a deux à la fin. Et bien, vous voyez qu'on a réussi par cette réaction à atteindre notre objectif, puisque ce composé-là, on repère à l'intérieur une liaison carbone-magnésium, c'est donc bien un organomagnésiien. Il y a un brome, c'est donc un organomagnésiien mixte. Et donc, grâce à cette réaction de déprotonation, on a pu former le produit souhaité. Enfin, le produit, en tout cas l'intermédiaire de synthèse souhaité, qui n'est pas un but final, mais qui va être une molécule ensuite utilisée dans d'autres réactions chimiques.